La guerre en Ukraine, l'Occident ne sait pas comment conduire la Russie à la banqueroute. Personne n'est quelque peu troublé par cette phrase? Je vous salue à nouveau mes chers spectateurs. Nous sommes toujours le 10 avril et je voudrais parler avec vous de l'économie de la Russie. Plus exactement, pas seulement de l'économie de la Russie, mais aussi de ce que veut obtenir d'elle l'Occident, pourquoi il n'arrive pas à l'obtenir et à quoi cela pourrait en définitive aboutir. Mais avant d'aborder ce sujet, j'aimerais corriger une inexactitude. Parce que si je transmets une information et que je découvre par la suite qu'elle n'est pas tout à fait exacte, même si elle est dans son principe, il faut quand même la corriger. Donc, je vous avais parlé dans le bulletin matinal de la déclaration récente d'Alexei Arestovitch lors d'une interview pour la presse ukrainienne, qu'il trompait constamment ses spectateurs, ou plus précisément, il partageait les technologies qu'il utilisait pour tromper ses spectateurs. Mes chers spectateurs m'ont signalé dans leurs commentaires que cette interview datait d'il y a 4 ans. Je me dépêche donc de corriger mon erreur. Globalement, ça ne change rien. Au contraire, ça ne fait qu'aggraver son cas. Tous ceux qui écoutent Arestovitch doivent savoir que cette personne vous ment systématiquement et consciemment depuis au moins 4 ans. Et surtout en ce moment, en agissant en tant que propagandiste en chef du régime de Kiev. Donc, je ne retire aucune de mes paroles antérieures. Simplement, gardez à l'esprit le fait qu'Arestovitch agit de cette façon et vous trompe systématiquement depuis de nombreuses années. À propos, il me semble qu'en 2017, il avouait déjà le fait de tromper ses spectateurs. Et je pense que très bientôt, il répétera encore une fois la même chose. Donc, on en a fini avec Arestovitch. Passons au sujet principal de la rubrique du jour. Alors, l'économie de la Russie. Vous savez, vendredi a eu lieu un événement très important que beaucoup ont noté. Simplement, je n'avais pas encore trouvé le temps pour en parler. Il s'agit d'une forte consolidation du cours du rouble par rapport au dollar. Le rouble a atteint un pic à 71 roubles pour un dollar américain, puis il a reculé aux alentours de 75-76. Tout cela a été provoqué par un changement radical de la politique de la Banque centrale de Russie qui a commencé à assouplir rapidement sa politique monétaire. Pourquoi ce moment est-il si important? Parce que les 71 roubles pour un dollar américain, c'est un cours supérieur du rouble russe par rapport à celui existant avant l'opération militaire en Ukraine. Et ainsi, la Fédération de Russie a mis complètement fin au mythe selon lequel l'économie russe s'effondrerait très rapidement, ce qui était beaucoup attendu par les soi-disant partenaires occidentaux de l'Ukraine et par le gouvernement ukrainien lui-même. De plus, l'assouplissement rapide de la politique monétaire signifie que dans l'ensemble, le gouvernement russe a pu gérer le choc qui a frappé l'économie russe au cours du premier mois après le début des hostilités. Actuellement, l'économie russe revient progressivement au mode de fonctionnement qui avait cours jusque-là. Oui, la tendance est positive, même si elle n'est pas complète et même si elle est lente. En outre, les décisions qui ont été prises au cours des derniers mois, y compris la nouvelle procédure obligatoire de paiement pour les marchandises russes par les pays hostiles, a contribué au renforcement du rouble. À vrai dire, actuellement, s'il le souhaitait, le gouvernement russe pourrait amener le taux d'échange du rouble jusqu'à 30 roubles pour un dollar américain. Mais économiquement, cela n'a aucun sens. Pour l'économie du pays, cela ne sera pas sain, au contraire, cela serait plutôt néfaste. Et c'est justement pour cette raison que nous sommes convaincus que le gouvernement russe dispose de toutes les possibilités afin de garder la situation totalement sous contrôle. Le change du rouble russe-dollar restera entre 70 et 75. Et progressivement, le gouvernement russe et la Banque centrale vont concentrer leurs efforts sur l'assouplissement de la politique monétaire et le rétablissement du plein fonctionnement de l'économie russe, comme c'était le cas avant le début de l'opération militaire spéciale. D'ailleurs, les partenaires occidentaux de la Fédération de Russie doivent presque avouer à contre-cœur que le gouvernement russe et la Banque centrale réussiront. Et la seule chose à laquelle ils s'accrochent aujourd'hui, c'est la tentative de montrer au moins dans les médias la faiblesse de Russie avec le risque de défaut de paiement. Autrement dit, en fait, il y a une situation paradoxale qui se déroule en Fédération de Russie avec le défaut de paiement. Et rappelez-vous, il y a 2-3 semaines, la Fédération de Russie a été autorisée à payer ses dettes courantes, c'est-à-dire de remplir ses obligations en devises. Une décision spéciale a été prise à ce sujet et les pays européens ont accepté ces paiements de la Russie. La Fédération de Russie, sentant sa force, a décidé de hausser le ton et maintenant la Russie ne veut plus payer ses dettes partenaires occidentaux en devises. Elle leur propose des roubles. Les Européens n'acceptent pas les roubles et déclarent que dans ce cas, ils considèrent que la Russie sera en situation de défaut de paiement.
À quoi le gouvernement russe répond? Eh bien, vous êtes libre de considérer ce que vous voulez. On s'en moque. Nous allons bien, contrairement à vous. Et chez eux d'ailleurs, tout va vraiment mal. Car l'économie des pays européens, comme je l'avais montré précédemment, plonge progressivement dans une spirale de crise économique. Et s'il n'y a pas de changements fondamentaux, sachant que le prix de l'énergie va rester au même niveau qu'actuellement, les prix sur les produits alimentaires vont grimper très vite. Ce qui est inévitable, étant donné que les principaux fournisseurs de produits alimentaires sur les marchés mondiaux sont la Russie et l'Ukraine. Tout cela conduira finalement à une crise très grave et un principe systémique pour l'Europe, de laquelle il n'est pas pour l'instant certain que cette même Europe puisse se sortir facilement. Ce n'est pas par hasard que je prévois très prochainement de faire un bulletin à ce sujet, car aujourd'hui la France est dans le premier tour des élections présidentielles. Et ce n'est pas par hasard que la cote de popularité de Marine Le Pen augmente alors que Macron, lui, en fait est proche de la défaite. Si Macron perd cette campagne électorale, ce ne sera pas seulement une claque pour lui, mais également une claque à toute la politique menée en ce moment par l'Occident, unie contre la Fédération de la Russie. Parce qu'il se pourrait qu'arrivent au pouvoir en France d'autres forces qui seront globalement prêtes à une coopération plus constructive avec la partie russe. Et ainsi, l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen, et c'est très probablement elle et Macron qui iront au deuxième tour des élections, conduirait sans équivoque à une crise grave du pouvoir de la soi-disant solidarité de l'Atlantique Nord. Car Marine Le Pen va probablement mener une politique complètement différente vis-à-vis de la Russie. Et ce sera un coup de torpille puissant et sérieux. Nous n'allons pas trop nous avancer, mais les chances de Marine Le Pen sont plus élevés que jamais. Autrement dit, nous voyons qu'en plus du front qui est en train de traverser l'Ukraine, qui est en fait un front très important, mais loin d'être le seul, de la manière dont ces facteurs joueront, d'un point de vue économique, de politique intra-européenne, dépend en grande partie le résultat final de l'opération militaire en Ukraine. En fait, tout cela est très étroitement lié et interconnecté. Et c'est pour cette raison que je continuerai à prêter attention à ces questions. C'est tout pour l'instant sur ce sujet. À bientôt dans le prochain bulletin qui sera traditionnellement consacré au résumé de la situation sur les fronts de la guerre en Ukraine. Au revoir.